Bonjour, ici Jean-Pierre Charbonneau, un résident de Belleuil que plusieurs connaissez sans doute. J'ai d'ailleurs été votre député à l'Assemblée nationale pendant 25 ans, de 1976 à 2006. Et c'est au siècle dernier que je suis devenu pour la première fois membre de la Société d'histoire et de généalogie de Belleuil-Mont-Saint-Hilaire. Aujourd'hui, nous nous retrouvons ensemble parce qu'au mois de novembre 2021, c'est le début du 50e anniversaire de la Société d'histoire et de généalogie. Et pour l'occasion, les membres ont fouillé les archives et vous ont préparé 12 capsules mensuelles sur l'histoire locale ou sur les événements locaux qui ont marqué notre région. Alors, si vous voulez visionner ces capsules-là, qui s'intitulent d'ailleurs « Saviez-vous que ?», vous allez sur notre chaîne YouTube. C'est gratuit et vous pouvez d'ailleurs vous abonner à cette chaîne-là. Vous pourrez aussi avoir des informations sur ces capsules en allant sur notre site web, l'adresse est en bas de l'écran, ou sur notre page Facebook. Écoutez, vous allez faire des découvertes étonnantes et même si vous habitez la région depuis très longtemps, il y a des choses qui vont vous surprendre. Alors, écoutez, bon visionnement, bonne découverte. Saviez-vous qu'une ville de la région porte un nom anglophone dont la traduction libre ressemblerait à « Parc du ruisseau à la loutre ». Vous l'aurez probablement compris, il s'agit d'Otterburn Park. Cette ville a une histoire vraiment unique. En 1885, 5 des frères Campbell, les 8e co-seigneurs de Rouville, créent le parc récréatif Otterburn. En 1892, Bruce Frederick Campbell en deviendra l'unique propriétaire et il exploitera le parc avec beaucoup de succès jusqu'à son décès en 1943. Le parc, la grande zone boisée qu'on voit sur cette photo prise au début du 20e siècle, occupe la partie sud du domaine seigneurial adjacent à la rivière Richelieu et à la voie ferrée. En 1919, le président de la Compagnie de chemin de fer du Grand Tronc, Sir Joseph Hixon, accepte d'aménager un débarcadère à l'entrée du parc pour en faciliter l'accès. En guise de remerciement, Bruce Campbell nomme le parc Otterburn, d'après le nom de la ville natale de Joseph Hixon en Angleterre, près de la frontière écossaise. Selon la publicité de l'époque, le parc était le plus grand lieu de divertissement du Dominion, nom du Canada colonial à l'époque de l'Empire britannique. Il attire jusqu'à 1000 visiteurs par jour, la plupart des citadins qui souhaitent s'amuser dans une atmosphère champêtre. Plusieurs grandes institutions y organisent leur pique-nique annuel. Ici, on voit les employés de la manufacture d'orgue Casavant Frères de Saint-Hyacinthe dans l'escalier du débarcadère du Grand Tronc. En arrivant, les visiteurs franchissaient une porte d'arche surveillée par un gardien et située en face de l'actuel 529 chemin des Patriotes Sud. Ils empruntaient ensuite un sentier qui menait aux installations. Le parc offrait de nombreuses activités, kiosques de musique, courses sur une piste, jeux, danse, restauration, baignade, location de chaloupes et de maillots de bain. Et oui, vous avez bien compris, location de maillots de bain. On pouvait même faire une excursion nautique à bord du vapeur le Richelieu qu'on voit ici sur le fleuve Saint-Laurent. Le cœur du parc se trouvait à proximité de l'actuelle halte routière d'Otterburn Park et du boisé des Bosquets Albert-Hudon, à l'intérieur duquel on trouve le camp de Grand Pré pour les enfants handicapés du Québec. L'histoire du parc Otterburn prend une nouvelle tournure à compter de 1912, alors que deux promoteurs de Montréal,
Ernest J. Spiller et David Mason achètent de grands terrains autour du parc dans le but de les subdiviser pour les revendre. Les premiers acheteurs s'y construisent des résidences d'été. Ce sont pour la plupart des employés du Grand Tronc qui habitent Pointe-Saint-Charles à Montréal ou Verdun et qui bénéficient de passes gratuites sur le train. En 1917, environ 50 familles résident à l'année dans le secteur du parc, ce qui génère de nouveaux besoins. À leur demande, la rue Connotte qu'on voit ici, à l'arrière-plan, est aménagée entre le chemin des Patriotes et la rivière. L'année suivante, la première traverse reliant McMasterville et le parc Otterburn entre en fonction. Avec ce nouvel accès à la rivière, quel endroit idéal pour installer un club de canotage. Et c'est ainsi que l'Otterburn Boating Club voit le jour en 1921. Des régates amicales et compétitives s'organisent et bonifient les activités nautiques déjà disponibles. Le chalet du club de canotage, qui faisait partie du paysage local depuis les années 1920, est détruit par un incendie criminel en 2002. Il a été remplacé depuis par le centre communautaire que l'on voit ici. En 1936, la résidence d'été de Joseph-Philippe Dupuis, maire de Verdun, sera convertie pour devenir l'hôtel Pointe-Valenne. L'hôtel est également accessible via la rue Connotte. Cet établissement fera la renommée d'Otterburn car c'est un lieu de villégiature très populaire pour les citadins. Les résidents de la région le fréquentent pour les soirées dansantes du samedi, les banquets, la fanfare en plein air ou les baignades. Cet édifice a également été détruit par le feu en 1981. À compter des années 1920, le secteur du parc est desservi par un nombre croissant de services publics, ce qui attire de plus en plus de résidents permanents. Lors du recensement de 2021, la population atteignait 8 400 personnes. Que reste-t-il du parc d'origine, mis à part le nom de la ville? Aujourd'hui, le parc s'appelle le Boisé des Bosquets. Il couvre une superficie de 37 hectares et constitue le plus grand boisé urbain de la municipalité régionale de comté de la vallée du Richelieu. Il s'agit d'un écosystème forestier exceptionnel avec ses nombreux cours d'eau, ses arbres centenaires et sa grande variété de plantes. Une maison privée a été construite là où se trouvait l'hôtel Pointe-Valenne, mais l'appellation Pointe-Valenne a été retenue pour nommer le nouveau centre culturel et communautaire d'Otterburn Park. Si vous avez apprécié ce que vous avez vu et entendu dans cette capsule ou dans d'autres capsules que vous avez pu visionner, alors sachez que vous pouvez supporter la mission de la Société d'histoire et de généalogie de Belleuil-Mont-Saint-Hilaire. Comment? En faisant un don. Un don en argent. Et à chaque 20 $ et plus, vous recevrez un reçu d'impôt. Mais vous pouvez aussi faire des dons en nature, c'est-à-dire des photos, des cartes postales, des livres, des artefacts. Alors, il y aura une évaluation de ce que vous confierez à la Société d'histoire et puis il y aura un reçu d'impôt qui vous sera également émis. Mais vous pouvez aussi garder vos photos, mais les prêter pour un temps à la Société. Elle va les numériser et elle va les utiliser comme on en a utilisé un certain nombre dans cette vidéo. Alors, merci, puis à la prochaine.